question d'incivilité pose des questions de moyens. Donc on renvoie à ces questions-là et on n'a aucune incomplaisance sur la question de la laïcité, surtout pas sur les 12 milliards de fonds publics qui sont volés à l'école publique et envoyés vers l'école privée. Donc si on veut déjà être non complaisant et intransigeant sur les questions de laïcité, on rend les fonds publics à l'école publique et les fonds privés pour l'école privée. Sur la question, l'augmentation historique des salaires et la baisse des effectifs, on rappelle également que... Christophe Lalande, représentant du syndicat Fenech FPFO, prononce un discours brûlant à l'encontre du gouvernement face aux réformes qui concernent le secteur de l'éducation qu'il considère gravissimes. De même, il répond sèchement au député Julien Audoul qui s'est permis avec un ton condescendant de reprendre plusieurs représentants syndicaux sur les questions de laïcité. Mettre le pays à l'arrêt. La Fenech FPFO considère que M. Macron ne nous laisse pas le choix. Elle appelle à la tenue d'assemblée générale dans les établissements, les écoles et les services pour en discuter et pour construire le rapport de force. La rentrée scolaire se déroule cette année dans une situation d'une gravité inédite où, depuis la démission du gouvernement Attal le 16 juillet, le président Macron refuse de prendre en compte le résultat des élections législatives, alors que les salariés se sont massivement rendus aux urnes pour exprimer le rejet de sa politique. Le jeudi 5 septembre 2024, le président Macron a décidé de nommer Michel Barnier Premier ministre, confirmant ainsi sa volonté de poursuivre et d'aggraver les attaques contre les travailleurs. Il répond positivement à la demande du MEDEF, qui refuse l'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1 600 € et exige la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage ou encore la poursuite des aides aux entreprises sans contrepartie. Au nom du déficit, le président Macron compte bien faire payer le prix fort aux salariés et à la population. Son gouvernement, soi-disant démissionnaire, prépare un budget d'austérité pour 2025 qui poursuit la destruction des services publics et le gel du point d'indice des fonctionnaires. La sécurité sociale, les droits des assurés sociaux, les congés maladie, tout devrait y passer. Pendant ce temps, des centaines de milliards sont déversés pour les actionnaires et pour la marche à la guerre. Pour les travailleurs qui prennent 2 ans ferme avec la mise en place de la réforme des retraites et qui doivent s'asseoir sur l'augmentation des salaires, la situation est intolérable. Pour les personnels de l'éducation nationale, qui se sont mobilisés souvent dans l'unité avec les parents d'élèves et avec la jeunesse pour bloquer les réformes des ministres Blanquer, Ndiaye, Attal, Oudéa Castéra et Belloubet et exiger des moyens pour fonctionner, la situation est intolérable. Dès la rentrée, la Fenech FPFO a appelé les personnels à se saisir de toutes les mobilisations, y compris les manifestations du 7 septembre, aux côtés des organisations de jeunesse, pour faire valoir les revendications. À commencer par abrogation de la réforme des retraites Macron-Borne, augmentation des salaires sans contrepartie, 10% d'augmentation du point d'indice tout de suite, abrogation du choc des savoirs et de toutes les contre-réformes, bac Blanquer, pacte, SNU, Parcoursup, réforme Grandjean de la voie professionnelle, j'en passe. Annulation de toutes les coupes budgétaires et des suppressions de postes, un statut de fonctionnaire avec un vrai salaire pour les AESH. Les cortèges du 7 septembre ont rassemblé 300 000 manifestants dans tout le pays, ce qui en dit long sur l'état d'esprit d'une grande partie des salariés et de la jeunesse qui n'acceptent pas le coup de force du président Macron contre la démocratie. Alors qu'il avait refusé d'entendre les revendications des salariés, même face aux manifestations massives lors de la bataille des retraites en 2023, et alors qu'il refuse de tenir compte de sa défaite aux dernières élections, les personnels, comme toute la population, se posent la question. Que faut-il faire pour se faire entendre et respecter? Que faut-il faire pour faire avancer les revendications? Déjà un premier point sur les suites des résultats des élections législatives qui ne conviendraient pas à certains de vos élèves. Je pense qu'il est de votre devoir de leur enseigner les mathématiques et de leur rappeler que 190 députés ne fait pas une majorité et que la gauche et l'extrême gauche sont minoritaires à la fois dans le pays et à cette Assemblée nationale. Ensuite, un sujet qui n'a pas été évoqué par chacune et chacun d'entre vous, que je vais rappeler. Lundi, le rapporteur public du Conseil d'État s'est prononcé pour le rejet de l'annulation de l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires après des recours formulés par des officines d'extrême gauche comme la Voix lycéenne, le Point levé, Action et droits des musulmans et Sud Éducation. Cet avis salutaire viendrait confirmer la prohibition de cette tenue islamique à l'école qui aurait été une réponse bien tardive pour enrayer l'entrisme islamisme et la montée du communautarisme qui gangrène l'école de la République. Contrairement à ce que certains d'entre vous pensent, c'est un vrai problème
Je rappelle qu'au deuxième trimestre de l'année 2023-2024, 1731 atteintes à la laïcité et aux principes républicains ont été recensées dans les établissements scolaires, dont 28% dans ceux du premier degré. Nous avons eu des exhibitions de tenues religieuses, des prières dans des classes de primaire ou des pressions sur les professeurs. Il est urgent de regarder la réalité en face. Dans ce contexte, comment comprendre la passivité, l'aveuglement ou le désintérêt des représentants des syndicats que vous êtes face à l'entrisme islamiste qui s'attaque à nos valeurs, qui s'attaque à nos principes républicains? Un an après l'interdiction du port de l'abaya, 20 ans après la loi de 2004 qui interdisait le port de tenues et signes religieux ostensibles, êtes-vous prêt à sortir de la complaisance pour enfin défendre nos enseignants? Êtes-vous prêt à défendre notre école laïque ou allez-vous continuer à capituler face à ceux qui cherchent à remplacer les lois de la République? Sur la question de la complaisance, sur les questions de laïcité, les questions d'incivilité posent des questions de moyens. Donc on renvoie à ces questions-là. Et on n'a aucune incomplaisance sur la question de la laïcité, surtout pas sur les 12 milliards de fonds publics qui sont volés à l'école publique et envoyés vers l'école privée. Donc si on veut déjà être non complaisant et intransigeant sur les questions de laïcité, on rend les fonds publics à l'école publique et les fonds privés pour l'école privée. Sur la question, l'augmentation historique des salaires et la baisse des effectifs, on rappelle également que ce qui aussi a été historique, c'est l'inflation et que depuis 30 ans, les personnels de la fonction publique et les enseignants ont perdu environ 30% de pouvoir d'achat. Ça peut peut-être expliquer certains aspects de questions d'attractivité. Alors, on entend souvent des moyennes autour du nombre d'élèves par classe. C'est souvent des questions assez, on va dire, nébuleuses. Faut rappeler que souvent ces moyennes prennent en compte les personnels remplaçants, les personnels hors la classe, la question des classes dédoublées, la norme des classes, le vécu moyen d'un professeur des écoles, c'est souvent des classes à 27, 28, 29, voire 30 élèves. Les effets de moyenne sont souvent trompeurs. Donc c'est bien cette baisse des effectifs réels que nous revendiquons avec un maximum grand maximum de 25 élèves par classe, qui est évidemment très loin d'être le cas dans l'ensemble des écoles. Sur la question de la formation initiale, c'est effectivement un enjeu lié à l'attractivité. Je suis intervenu dessus, mais je vais redonner quelques éléments, notamment par rapport à la proposition qui avait été faite par le gouvernement. Bon, d'une part, les mesures qui avaient été posées se faisaient dans la plus grande précipitation, ce qui empêchait une mise en œuvre, on va dire, raisonnable dans les délais. Mais d'autre part, le gouvernement avait aussi mis en place un certain nombre de choses trappes et de mesures que nous ne revendiquions pas, que ce soit des licences spécifiques pour les professeurs des écoles, ce que nous n'avons jamais revendiqué. Nous sommes attachés au caractère disciplinaire de la licence, que ce soit des accès au concours différents en fonction de justement la licence que l'on a passée, que ce soit des engagements à travailler sous peine de rembourser un certain temps. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Il y avait tout un tas de mesures qui ne nous convenaient pas dans les propositions du gouvernement, qui font que nous les avons voté contre, nous les avons refusé et le gouvernement a temporisé. Maintenant, nous sommes favorables à un recrutement au niveau licence pour les professeurs des écoles, mais également pour les certifiés, avec une vraie année sous statut et en finir avec la logique de masterisation et encore pire de réforme du concours du ministre Blanquer qui aboutit à ce qu'on soit titularisé avec un bac+6 au final, ce qui, bien entendu, pose des questions de recrutement. Sur la question des évaluations, il y a les évaluations nationales des élèves. On considère que ces évaluations nationales des élèves ont une efficacité, un intérêt totalement douteux. Elles sont chronophages et inutiles.
Mais il y a également les évaluations des écoles et des établissements. Ça a été un cheval de bataille des gouvernements précédents. Tous les 5 ans, il faut évaluer les écoles et établissements. Je précise que ça n'a rien à voir avec l'évaluation traditionnelle des inspections qui permet de contrôler l'efficience du service d'un enseignant. C'est encore en plus. Ces évaluations des écoles et établissements sont rejetées par les personnels. C'est là aussi, encore une fois, totalement inutile, chronophage. Ça prend sur le temps de service. Et y compris, c'est rejeté par les personnels enseignants, mais y compris, nous avons des discussions avec les personnels d'encadrement, qu'ils soient chefs d'établissement ou inspecteurs, et qui considèrent qu'ils passent un temps énorme à effectuer ces évaluations avec un intérêt très limité. Je vois que mon temps avance. Sur la question des AESH, pourquoi il y a peu d'AESH? On rappelle que les AESH sont payés sous le seuil de pauvreté, encore et toujours. C'est pas de la vie, c'est de la survie pour ces personnels. Donc déjà, commençons par leur donner un vrai salaire et un véritable statut. La pause méridienne, je finis là-dessus,